Salut Claire, je suis ravie de te retrouver une nouvelle fois sur mon podcast, mais pour un contexte un peu particulier. Comment vas-tu? Écoute, ça va très bien, très heureuse d'être là. Trop bien. Eh bien, aujourd'hui, on est là pour parler de toi et connaître ton histoire de coach. Et avant de démarrer, pour les personnes qui ne te connaissent peut-être pas ou qui ont besoin d'un reminder, qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Donc je m'appelle Claire Vitou, je suis coach en organisation, structuration, gestion du temps pour les entrepreneurs. Donc je travaille avec, des solopreneurs pour les aider justement à retrouver du temps dans leur journée, à, se poser un cadre, d'organisation qui leur permette d'atteindre leurs objectifs et puis aussi de prendre du temps pour eux, dans les grandes lignes. Et j'ai un podcast moi aussi qui s'appelle Bye bye procrastination sur lequel du coup je partage, des conseils sur, l'organisation, la gestion du temps, la structuration pour les entrepreneurs. Voilà, d'où est-ce que je viens de Nantes, je ne sais pas, je suis sûre qu'on va avoir l'occasion d'aborder toutes ces questions, lors de notre, conversation. Donc je vais m'arrêter là pour l'instant. Nickel, c'est une bonne introduction. En tout cas, je suis trop contente qu'on vienne parler de ton histoire de coach. Il y a quelques semaines, tu m'as invitée sur ton propre podcast pour parler de toi et découvrir finalement la Claire qu'on ne voit pas tous les jours sur les réseaux ou à travers ton podcast. Et pour moi, c'était chouette de pouvoir, dévoiler un peu plus encore de toi parce que je sais que tu as une histoire de coach qui est hyper intéressante. Donc tu vas nous partager tout ça et pour, démarrer sur le commencement, est-ce que tu peux nous parler de toi en tant qu'enfant? Qui est-ce que tu étais en tant qu'enfant? J'étais une enfant assez introvertie, déjà très, avec mon caractère, je pense. C'est-à-dire, je savais ce que je voulais, je savais ce que je voulais pas, très très déterminée, disons-le comme ça. Voilà, j'étais aussi une enfant, je pense, assez sérieuse et assez calme de manière générale, assez curieuse aussi. J'avais vraiment soif de savoir, tu vois? J'étais l'enfant, qui kiffait, les expériences scientifiques, lire des livres. J'étais un énorme rat de bibliothèque, enfin voilà. Je suis vraiment, la petite fille modèle, je pense, de manière générale, mais quand même avec son caractère. OK, et tu étais, genre, bonne élève, 1re de la classe ou, tu étais plus discrète du coup? Ouais, non, j'étais un peu la bonne élève, pas, la bonne élève, enfin discrète, mais en effet plutôt très scolaire, plutôt, un profil qui s'adapte très bien aux normes de l'école et à ce qu'on demande aux enfants, à l'école. OK, et comment est-ce que tu as vécu cette enfance? Est-ce que tu sentais que tu étais toi-même ou que tu te sentais un peu conditionnée? C'est quoi un peu ton ressenti? Hem Je pense que j'ai vraiment un caractère qui s'adaptait assez bien, en vrai, tu vois, à tout ce qu'on exige d'un enfant, puisque j'ai quand même un caractère calme de manière générale. Je suis quelqu'un qui aime, apprendre, qui enfin voilà, j'aime le challenge intellectuel et cetera. Donc en vrai, pour moi, j'ai quand même eu une enfance, bon, déjà de manière générale en termes de contexte, heureuse et sans accroc, tu vois? J'ai pas eu, j'en sais rien, d'événements traumatiques ou même au-delà de ça, j'ai manqué de rien, tu vois? C'était une enfance confortable en vrai à tous les points de vue. J'ai aussi eu une enfance, quand même avec des parents, assez exigeants en termes, justement de performance, scolaire et je pense que ça n'allait pas forcément à l'encontre de ma nature, mais en revanche, ça a été quand même un gros facteur, pour moi, à la fois à l'école dans mon enfance et puis après derrière, sur, le côté, études, et puis travail, quoi. Ouais, tu avais cette envie de bien faire du coup, même aux yeux de tes parents, du coup pour satisfaire ce côté-là? Bah, il y avait cette envie de bien faire, puis il y avait aussi, ne nous mentons pas, pardon papa, maman, mais un petit peu de pression, tu vois? C'était, «Ah, Ouais, tu as eu 15, pourquoi pas 20?» Tu vois? ouais. Donc bon, ce truc de les notes, c'est important, la performance, c'est important, l'école, c'est quelque chose de très important et je pense que c'est quelque chose qui, malgré tout, façonne la manière dont on Mmh. voit le monde et ce qu'on va, exiger de nous-mêmes aussi après en tant qu'adulte. Ouais, c'est clair, et c'est marrant parce que je pense, enfin, moi, ça me fait beaucoup écho ce que tu racontes parce que c'est pareil, j'étais en mode, 1re élève de la classe, il fallait que j'ai les bonnes notes et cetera, et j'ai ressenti aussi cette pression malgré eux, je pense, parce que tu vois, je pense qu'ils l'ont fait de manière, très bienveillante en se disant: «Bah, si tu as des bonnes notes, tu auras une belle vie, tu pourras réussir plus facilement dans la vie» et cetera. Donc ça part d'un bon sentiment, mais en tant qu'enfant, ça vient quand même malgré tout, te mettre, une certaine pression, et j'ai l'impression quand même qu'on est souvent à ressentir, ça comme ça, et c'est intéressant de le voir maintenant de notre œil d'adulte pour le coup. Complètement. Mais je pense que pour remettre un peu, les choses, dans leur contexte, je pense que n'importe quel adulte a des choses à reprocher à ses parents, tu vois? Quelles que Ouais. soient,
quelle que soit l'enfance qu'on a pu vivre, enfin, encore une fois, tu vois, j'ai eu une enfance hyper confortable, je ne peux me plaindre de rien, mais on a toujours des choses à reprocher à ses parents parce qu'on l'aurait peut-être pas fait comme ça ou on aurait aimé que ça se passe différemment avec un regard qui est Ouais, hyper distancié et évidemment, comme tu le dis, les choses que comment dire? Le cadre que nous propose ou que nous impose en vrai nos parents, c'est toujours fait, je pense, en tout cas dans la très grande majorité des cas, avec les meilleures intentions derrière parce qu'ils sont ouais, persuadés que c'est ça qui va nous aider à, comme tu dis, réussir dans la vie et nous épanouir en tant qu'être humain, quoi. ouais. Ouais, ouais, c'est clair et puis, bah, nous, on se rend compte aussi maintenant, peut-être que c'est par notre métier aussi et par nos apprentissages dans tous les cas, mais on se rend compte que chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a aussi à un Complètement, instant T, tout à fait. donc voilà, on n'est pas là pour jeter la pierre aux papa, maman. Pas du tout. Est-ce que ta personnalité dont tu nous as parlé justement en tant qu'enfant, est-ce que c'est la même maintenant? Je pense que dans les grandes lignes, c'est quand même pas mal la même. C'est-à-dire que j'étais une enfant calme, structurée, sérieuse, consciencieuse, mais quand même, pas forcément très diplomate non plus. Ouais, Tu vois, tu me demandais: «Est-ce que tu as été toi-même pendant ton enfance?» Je pense que j'ai été plus moi-même dans mon cadre familial, par exemple, qu'avec les autres enfants où pour le coup, comme je suis pas quelqu'un de très diplomate et quand on me demande mon avis, je dis la vérité et pas forcément ce que les autres ont envie d'entendre, ça a pu me jouer quelques petits tours, sur mes relations sociales. Mais du coup, je pense que je suis toujours un petit peu comme ça, dans la vraie vie, je me suis pas réinventée, tu vois? Je dirais que là où ouais. les choses, elles ont bougé, c'est qu'évidemment, j'ai pris en maturité, donc évidemment, j'ai mis de l'eau dans mon vin en termes de diplomatie. Je pense que j'ai aussi beaucoup développé malgré tout, heu, mon côté empathique. Je pense que je l'ai toujours eu de manière instinctive, mais plus en mode éponge à émotions et aujourd'hui, c'est quelque chose de beaucoup plus conscient. Je mets beaucoup plus de conscience et d'attention sur ça et donc du coup, ça, c'est quelque chose qui s'est développé, au fur et à mesure. OK et justement là sur le côté un peu, diplomatie, empathie et cetera, est-ce qu'il y a des choses ou des personnes peut-être, enfin des choses que tu as vécues ou des personnes que tu as rencontrées qui ont fait que ça a évolué dans un sens, qui est le tien, du coup? Bah, c'est forcément une accumulation de plein d'expériences différentes, mais je pense que l'expérience la plus marquante, c'est le début de, quand je suis rentrée sur le monde du travail, tu vois? Parce qu'en fait, Mmh. quand tu es dans le monde du travail, tu peux pas juste, claquer la porte et te casser, tu vois? Ça marche pas comme ça. Tu peux pas juste, dire la vérité vraie, quoi qu'il arrive et qu'il y a un moment, tu rentres quand même dans des logiques, quelle que soit l'échelle à laquelle tu travailles, mais un peu politique et bah, en fait, tu as besoin d'être dans des relations de collaboration avec les personnes avec qui tu travailles. Donc tu peux pas juste, dire, Mmh. à, Jean-Michel, qui te saoule et puis, te casser, tu vois? Ça marche pas comme ça. Donc forcément cette expérience-là et en plus quand j'étais salariée, j'étais chef de projet, donc j'avais aussi ce rôle de coordination, tu vois? Et de réussir à rassembler un peu des énergies vives autour Mmh. d'objectifs en commun, ce qui n'est pas forcément mon fort, mais malgré tout, ça faisait partie de mon job et du coup, je pense que ça m'a quand même pas mal aidée à mettre de l'empathie dans tout ça et puis aussi à tout simplement, avoir une capacité de prise de recul, à peut-être être un peu moins impulsive dans la manière dont je pouvais exprimer, mon opinion, franche et sincère. Je pense que je suis toujours très franche, mais en revanche, je vais être, beaucoup plus douce dans la manière d'amener les choses. Je pense que je Mmh. vais aussi avoir une attention beaucoup plus importante sur, genre, est-ce que c'est OK que je te donne mon avis, franc et entier? Et si c'est pas OK, que tu pas capable de l'entendre ou que tu as pas envie de l'entendre, bah, tu me le dis et je me tais et voilà, tu vois? OK, je vois très bien et comment tu es passée du coup de l'enfance à, on va dire, adolescence et jeune adulte au niveau des études? Comment tu as fait ton choix d'études? Bah, c'est ce que je te disais, quand j'étais petite, j'ai toujours été une enfant très calme, mais aussi très curieuse, très créative et je faisais beaucoup de choses avec mes mains. Je bricolais, tu vois? Donc je fabriquais des Ouais. trucs, je dessinais beaucoup, et cetera et ça a toujours fait partie de mon identité. J'aime travailler avec mes mains, fabriquer des trucs et du coup, c'est comme ça que je me suis orientée. En fait, quand j'étais au lycée, j'ai fait une filière scientifique qui, pour le coup, a vraiment été une souffrance parce que c'était tellement abstrait. Mmh. Alors je sais que c'était juste au niveau du lycée, hein, les personnes qui nous écoutent et qui sont passées en école d'ingénieur doivent se dire, «Non mais ma pauvre, tu as rien vu», tu vois? Mais moi déjà au lycée, faire, des intégrales et des trucs comme ça, mais c'était tellement à des années-lumière du concret. Mmh. Je suis quelqu'un de pratico-pratique, quoi et du coup, ça a été vraiment une souffrance d'avoir tellement peu de sens dans ce qu'on me demandait au quotidien de faire et dans, le travail, qu'on me demandait au lycée et du coup, j'ai
un peu claqué la porte pour le coup des études scientifiques et je me suis tournée plutôt vers mon côté créatif et donc j'ai commencé des études en arts appliqués, chose sur laquelle, alors, je sais pas ce qui se disait en coulisses, dans, la chambre à coucher de mes parents quand ils étaient tous les 2 et qu'ils discutaient des trucs, mais choix sur lequel mes parents m'ont toujours soutenue, autant d'un point de vue, heu, encouragement que aussi d'un point de vue, bah, vraiment, matériel, tu vois? De dire: «Bah, si tu as besoin d'aller faire tes études ailleurs, on sera là pour t'aider à le faire» et voilà, donc vraiment pas de difficulté de ce point de vue-là et j'ai pu faire les choix que j'avais envie de faire et ouvrir la voie que j'avais envie d'ouvrir, d'un point de vue études. Mais ça, c'est trop bien et du coup, c'est en faisant les études scientifiques que tu t'es rendu compte que, bah, le côté créatif était hyper important pour toi, pour une vie même professionnelle? Ou est-ce que tu l'avais déjà un peu en conscience et mais tu l'as pas assumé tout de suite, du coup? Je pense que je m'étais jamais autorisée à me dire: «C'est OK d'avoir un métier créatif». En fait, je pense que pour, beaucoup de gens et puis c'est un petit peu le discours commun, avoir un métier créatif, c'est toujours un petit peu dangereux, tu vois? C'est-à-dire que Mmh. c'est toujours, beaucoup d'appelés, peu d'élus, c'est très sélectif, c'est difficile d'y arriver, c'est pas très rémunérateur et cetera. Donc je pense que pendant longtemps, notamment au lycée, je me suis pas vraiment autorisée à envisager cette voie plus créative, tout simplement parce que je me disais: «Bah, il y a pas de débouchés, il y a pas de débouchés, donc en fait, c'est risqué d'aller dans cette voie-là, si je veux un travail à la fin». Et et au final, c'est vraiment le «dégoût» entre guillemets, des sciences au lycée qui m'a fait me tourner, vers, ce truc créatif. Mais je crois que j'ai toujours oscillé, tu vois, entre, ces deux parties de moi. C'est-à-dire que j'aime les choses qui sont structurées, qui sont claires, qui sont carrées. Donc en vrai, je pense que j'ai quand même un esprit scientifique, un petit peu et en même temps, il y a ce côté de bah, ça me saoule quand c'est trop cadré, quand, on m'impose trop de choses et j'ai besoin de Mmh. pouvoir donner vie à de la nouveauté et à mes idées, de manière générale, que ce soit dans mon travail ou ailleurs. Et même quand je suis rentrée après en études supérieures et où du coup, je me suis retrouvée dans un contexte et dans un environnement avec que des gens très, très créatifs et en fait, j'avais encore ce syndrome de l'imposteur que j'avais vécu au lycée de je suis pas vraiment scientifique et je suis pas vraiment à ma place. J'avais Mmh. de nouveau ce truc-là dans des filières créatives où je me sentais pas à ma place face à des gens qui, eux, avaient une imagination, mais dont tu as même pas idée, tu vois? Et moi, je me sentais pas comme ça. J'avais un peu tu me pardonneras l'expression, mais le cul entre 2 chaises, tu vois? Ni Ouais. vraiment ni vraiment à ma place, côté scientifique parce que ça me barbait de faire, des démonstrations et de passer par, les sciences fondamentales pour aller derrière, faire d'autres trucs beaucoup plus appliqués, beaucoup plus concrets et ni vraiment à ma place côté créatif où, j'avais l'impression de ne pas du tout avoir, suffisamment, d'imagination et de jus, en fait, en termes de créativité, de pas être capable de suffisamment cracher du concept comme on dirait, tu vois? Mmh. Pour, être légitime dans ce rôle-là. OK et jusqu'où tu as exploité finalement cette, filière artistique? Est-ce qu'après tes études, tu en as fait enfin, ou tu as essayé d'en faire quelque chose, au niveau créa ou tout de suite, tu as rééquilibré justement, ce cul entre 2 chaises, entre le côté très scientifique et le côté, très créatif? Bah, je me suis assez vite rendu compte du coup, quand j'étais en études et notamment à travers des stages, que j'allais pas, être OK d'être derrière un bureau à cracher, des dessins, tu vois, parce que j'ai fait des études de design, produit, donc des trucs physiques que tu vas habiller, que tu vas dessiner, que tu vas concevoir et en fait, j'étais pas tout à fait à l'aise, dans ce truc-là et dès la fin de mes études, en fait, j'ai déjà un petit peu bifurqué puisque j'ai complété mes études d'art appliqué avec, un master en gestion de l'innovation et du coup gestion de projet et du coup là, je retrouvais un petit peu l'équilibre entre les 2. C'est-à-dire, OK. à la fois, je vais travailler sur des projets qui vont faire appel à de la créativité, qui vont, hem, me mobiliser sur ce terrain-là mais en même temps, il y a quand même ce truc structurant de, bah, il faut organiser les choses, il faut planifier, il faut que ce soit structuré, on fait pas les choses n'importe comment et il y a de la méthode dans toute cette histoire, tu vois? Je dis pas du tout qu'il y a pas de méthode, côté créativité parce qu'au contraire, je suis persuadée Ouais. que ça fait partie des clés. Mais ce rôle, tu vois, de plus, facilitatrice, de projet plus que vraiment quelqu'un avec un profil pur créatif, il me convenait vachement mieux quand même. OK et comment tu es passée de ça à je suis coach? Oh waouh! C'est quoi le qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment finalement tu as fait: «En fait, ça va être ça»?
Très longue histoire, enfin très longue histoire. On va résumer très vite. Donc en gros, je rentre sur le monde du travail. Je suis assez rapidement chef de projet sur, des projets innovation et ma casquette principale en gros, c'est d'organiser des workshops, des ateliers, des sessions de travail avec des équipes pour leur permettre d'avancer sur leurs projets et sur, leurs sujets stratégiques, du coup, en leur posant des questions, en les aidant à justement faire sortir des idées et puis ressortir avec un plan d'action pour mettre en place ces idées. Donc j'étais pas coach, mais j'avais déjà une casquette de facilitation, qui pourrait se rapprocher un petit peu du coaching, pour certains coachs en entreprise. Hem et en fait, à ce moment-là, il y a enfin bon, j'occupe plusieurs postes et il y a un moment où je me retrouve dans un poste où, je m'ennuie très fort, soyons très honnêtes, je m'ennuie assez fort et en fait, en parallèle, je tombe dans la marmite de l'organisation à travers le bullet journal, donc qui est un outil papier sur lequel tu as un carnet, tu t'organises tout dans ton carnet et tout, bref. Et je commence en fait à créer du contenu autour du bullet journal en français. C'est l'époque où genre ça explose aux États-Unis, mais aussi en France. Et donc, en fait, ça me fait kiffer, tu vois, de créer du contenu, de partager les choses, d'avoir le retour des gens et cetera. C'est un truc qui me fait quand même pas mal vibrer. Donc je continue dans cette voie-là en parallèle de mon job, puis ça me permet de du coup, de m'occuper la tête et de m'occuper les mains, quand je m'ennuie un petit peu. Et ce truc de bullet journal, en fait, ça prend de l'ampleur au sens où, bah, finalement, sans que ce soit un objectif de base, mais j'ai une communauté qui commence à se créer autour de ça. Et je décide au bout d'un moment de me dire: «Mais en fait, je crois que j'ai envie d'essayer d'en faire quelque chose, d'en faire un métier». Et donc c'est à ce moment-là que je demande une rupture conventionnelle, que, je quitte mon job salarié de chef de projet et où, du coup, je me lance, complètement la fleur au fusil dans l'entrepreneuriat. Donc là, je suis pas encore coach. Je me dis simplement: «Je veux faire de l'organisation et de la productivité mon métier, quelle que soit le la forme que ça prend». Et donc je suis passée par plusieurs phases. Le premier gros projet que j'ai lancé, c'est, un projet, d'agenda papier. Donc en gros, j'avais créé un outil d'organisation, papier donc, et c'est moi qui l'avais créé de A à Z. Je faisais produire et je vendais sur internet en fait, ce truc-là, et c'était trop cool. Ça répondait pour le coup à ma partie créative. Je Mmh. faisais mes premiers pas dans l'entrepreneuriat, donc plein de trucs nouveaux à apprendre et cetera, et puis en même temps, il y avait ce côté, organisation, structuration, qui me plaisait déjà pas mal. Hem et au bout d'un moment, je me rends compte en fait que de 2 choses, de 2 grosses épines dans mon pied par rapport à ce projet. La première épine dans mon pied, c'est une question, alors purement mathématique pour le coup, de rentabilité. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, si je veux réussir à me rémunérer avec ce projet-là, il faut que je vende des quantités astronomiques de planners, Mmh. pour en tirer un revenu. C'est un peu le problème, des comment dire? Des business physiques, surtout si comme moi, on fait, des calculs, pas du tout bons, qu'on prend, pas du tout les bons paramètres en compte pour faire son pricing et que du coup à la fin, il nous reste rien dans les poches. Donc très mauvais plan. Donc premier problème, problème de rentabilité, et puis le deuxième problème qui était aussi pour moi une vraie source de frustration, c'était que je me sentais très loin de mes utilisateurs, tu vois? En fait, j'étais très seule, quoi. C'est-à-dire que, Mmh. j'entreprends seule, j'ai un produit, donc en gros mes journées c'est, je crée du contenu, autour de l'organisation et puis je fais la promotion des produits que je vends. Je prépare des commandes, j'envoie des commandes et à la fin de la journée, j'ai parlé à personne, tu vois? J'ai parlé à personne et en plus, j'ai pas l'impression, d'aider au maximum les gens qui achètent mes produits, et donc c'est là que la réflexion commence à mûrir, de me dire: «Mais en fait, moi j'ai envie d'être, beaucoup plus proche des utilisateurs, j'ai envie d'avoir vraiment ce contact humain et de pas juste mettre un outil dans les mains de quelqu'un et de le laisser se débrouiller avec ce truc-là», parce que l'impact en Mmh. réalité, j'avais l'impression que l'impact était quand même assez faible, et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire: «Mais en fait, moi qui m'étais juré de ne jamais devenir coach parce que je trouvais que c'était le métier le plus bullshit du monde», heu, évidemment, heu, je Félicitations. je commence, tu vois, à me dire: «Mais en fait, j'ai envie d'accompagner les gens, tu vois, de pouvoir les conseiller au plus près, d'adapter les outils à leurs besoins et cetera», et donc c'est comme ça que pardon, c'était très long, hein, mais que je suis passée de chef de projet salarié à, entrepreneur, en e-commerce, sur internet, et puis après derrière à coach, organisation structuration. C'est hyper intéressant parce que tout est lié et finalement, c'est comme si tu avais, tu vois, semé des petites graines au fur et à mesure et te dire: «OK, c'est quel arbre qui va pousser au bout?» tu vois? Donc je trouve ça hyper intéressant. Donc
tu as décidé à un moment de devenir coach. Comment tu as fait? Tu t'es formé, tu t'es dit: «Bah, en fait, c'est bon, je suis coach», voilà. C'est quoi un petit peu ton cheminement pour affirmer cette posture de coach? Alors je me suis formée, j'ai fait une certification de coaching qui a duré 1 an, donc c'était une certification à distance. Pour moi, c'était important de le faire parce que même si en soi, je pourrais dire, en fait, j'ai l'expertise sur, l'organisation, la productivité, la gestion du temps, donc j'ai pas besoin de me former. Pour moi, c'était important parce que j'avais déjà, sans avoir jamais vraiment coaché les gens, tu vois? Mais j'avais déjà cette intuition que tu peux pas être juste expert dans un domaine pour être coach. En tout cas, moi, c'est ma conviction. C'est-à-dire que quand tu es coach et pour le coup, l'expérience me le prouve, mais toutes les semaines, tous les mois, tu peux pas juste être expert de quelque chose et dire: «Mais en fait, Mmh. je vais aider les gens à tourner les boutons et ça va bien se passer». Parce qu'on est face à des humains, on est nous-mêmes humains et que du coup, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Typiquement, sur les sujets que je traite avec mes clients, il y a forcément des questions de croyances limitantes qui Ouais. viennent. Il y a forcément des sujets de peur qui arrivent. Il y a plein de choses qui se nouent. Il y a des questions aussi d'identité, tu vois? Parfois qui se posent mais en fait, je pensais être quelqu'un, désorganisé, enfin, tu vois? Et il faut aller dénouer ces trucs d'identité pour permettre à la personne justement de poser le cadre dont elle a besoin. Donc il y a beaucoup plus que juste des questions techniques et d'outils et de méthodes qui se jouent. Eh je sais pas si tu l'as vu passer, mais les portes du Business Foundation Bootcamp sont ouvertes. J'ai créé ce bootcamp spécialement pour aider les coachs, thérapeutes, consultants, mentors et autres professionnels de l'accompagnement à développer leur business pendant un mois de coaching intensif. Alors si tu veux construire des bases solides pour ton activité d'accompagnement et démarrer la rentrée avec confiance, rejoins-nous pour le bootcamp du mois d'août. Un mois pour déployer ton activité grâce à un plan d'action clair et précis et surtout en étant accompagné à chaque étape pour ne pas te sentir seul et perdu. Retrouve toutes les informations en cliquant sur le lien dans la description et si tu as des questions, écris-moi sur Insta ou LinkedIn. Et je te laisse maintenant écouter la suite de l'épisode avec Claire. Et surtout, quand on est coach, il y a en fait, on crée un espace dans lequel les clients, ils viennent et ils se sentent safe. Et combien de fois est-ce que j'ai été face à des clients qui étaient dans des situations hyper émotionnelles et en fait, pour moi, quand tu es pas du tout formé au coaching, c'est pas très facile en vrai d'accueillir ce truc-là. Mm. Des gens, qui t'annoncent, comme ça, ils sont en train de enfin que la personne avec qui ils sont depuis 15 ans, a demandé le divorce, des gens qui t'annoncent ils viennent de découvrir qu'ils ont un cancer, des gens qui t'annoncent il y a eu un décès dans leur famille très proche et cetera. Tout ça, c'est des choses qui sont pas du tout anodines, mais quand tu es coach, quel que soit le sujet sur lequel tu coaches, tu rentres dans la vie des gens et pour moi, c'est important d'avoir des outils, justement, pour être capable, pas de traiter parce que c'est pas mon rôle, tu vois? Mais en revanche d'accueillir et de pouvoir, être présente pour, les clients que j'accompagne, quels que soient les imprévus et puis les événements de vie qui peuvent se arriver au cours du coaching, en fait. Je suis très contente que tu abordes ce sujet parce que je trouve qu'il est trop pris à la légère par les gens qui se disent coach, alors que, pas du tout. Ils ont plus des postures de mentor et de consultant et clairement, tu as pas la même, manière, je dis pas qu'ils sont forcément mauvais, hein, dans cette manière justement d'accueillir les choses, mais c'est quand même une manière un peu particulière et effectivement accueillir les événements de la vie où, moi je sais que j'ai des personnes que j'ai accompagnées, tu as des, gros traumas, de l'enfance qui font surface quand tu vas justement toucher du doigt certaines croyances, certaines limites. Si tu as pas un minimum de choses pour te contenir toi, parce que tu as aussi l'effet miroir qu'il faut que tu gères, et pour accompagner au mieux la personne en face, enfin, ça peut devenir très grave pour, tout le monde. Donc c'est hyper important et je suis très contente que tu abordes ça et justement, quand toi tu t'es lancée en tant que coach, j'imagine que tu as eu aussi, des choses à aller traiter. Est-ce que toi-même tu t'es je pose la question alors que je connais déjà la réponse, mais est-ce que toi-même ça fait une question un petit peu Tu veux dire que hypocrite tu pour les fais comme si personnes tu qui me nous tu veux dire que connaissent? tu fais comme si tu m'avais pas coachée pendant 6 mois, c'est ça que tu es en train de faire? Exactement, mais pour les personnes qui nous connaissent pas ensemble, potentiellement, ça va être une découverte. Pour les personnes qui savent, ils vont se dire: «Mais, Julie, tu te fous de notre gueule», mais c'est pas grave. Je vais poser quand même la question, est-ce que tu t'es fait coacher? Alors avant d'avoir, envie d'être coach ou après être venu d'être coach? Après être, Alors devenue coach plutôt. ouais, en fait, j'ai vu une amie devenir coach avant de moi avoir l'envie de faire ça, donc je sais pas dans quelle mesure est-ce que ça a eu un impact, mais voilà et je me suis fait coacher
Alors c'était un coaching un peu pipou, et il y a aucune, comment dire, malveillance dans ce que je dis. C'est que c'est quelqu'un qui était en formation de coaching et on est tous Mmh, passés par là quand on fait sa bien sûr. certification. On coach des gens, on est un petit peu dans un bac à sable et évidemment c'est pas du tout la même ampleur et puis non plus le même impact qu'on peut attendre d'un coaching de quelqu'un qui a un peu plus d'expérience, en tant que coach. Donc oui, je m'étais déjà fait coacher avant et puis après quand je me suis lancée, en fait, il y a eu, une période, en 2020-2021, en gros, j'ai décidé de me lancer dans le coaching en 2020 et donc 2021, je lance mon activité de coach de manière vraiment, très, très officielle et là, en fait, je me confronte à ce moment-là à un syndrome de l'imposteur sur 2 plans. Sur le premier plan, c'était d'un point de vue purement en tant que coach. Est-ce que je suis vraiment capable d'accompagner les gens? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que les personnes que je vais accompagner vont avoir, des résultats et cetera. Bref, évidemment, je pense que ça parlera à toutes les personnes qui sont coachs, même dans n'importe quel métier. En vrai, on a tous ce petit syndrome de l'imposteur, C'est enfin clair. petit ou gros d'ailleurs, hein, quand on démarre. Donc il y avait ce truc-là qui venait me chercher et puis le deuxième syndrome de l'imposteur que j'avais, c'était vraiment sur la partie entrepreneuriale. Je ne me sentais pas entrepreneur, je ne me sentais pas chef d'entreprise et j'avais l'impression d'être une imposture vraiment en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire que quand on me demandait, «Qu'est-ce que tu fais dans ta vie?» je ne répondais jamais: «Je suis entrepreneur, je suis chef d'entreprise». Je répondais, je bottais en touche, tu vois? Je disais, «Je suis coach», ou alors avant je disais: «Bah, je vends des planeurs», mais jamais ça ne me serait venu à l'idée de me dire: «Je suis chef d'entreprise» et sauf que le problème avec ça, c'est que du coup, la manière dont je parlais de mon entreprise, je trouve que c'est toujours très révélateur de la manière dont tu la vois, tu vois? Et Mmh, c'est-à-dire que quand tu parles de ton entreprise en faisant des petites métaphores, en bottant un petit peu en touche. Je pense que c'est quand même le signe que tu te sens pas tout à fait à ta place ou pas tout à fait légitime et potentiellement aussi que tu prends pas encore tout à fait ton business au sérieux. Pas que ça te prenne pas la tête, mais par contre que tu te dis pas: «C'est un vrai truc», tu vois? Et moi, j'étais dans ce truc-là de je croyais pas trop dans ma mmh. propre capacité de développer mon business et donc c'est à ce moment-là que je t'ai contacté et qu'on a commencé à travailler ensemble et pour le coup, c'était vraiment pour moi un point, heu, un point de pivot parce que très clairement, à ce moment-là, ça faisait déjà 2 ans que j'étais à mon compte. À ce moment-là, si je ne faisais pas la bascule vers un business rentable, c'était très clair, en fait, je retournais vers le salariat et je retournais vers le salariat autant pour des questions économiques, pures et dures, mais aussi pour des questions de fatigue émotionnelle tellement intense. Je pense qu'on s on les personnes qui sont pas entrepreneurs peuvent pas forcément s'en rendre compte. C'est peut-être un petit peu Mmh. impalpable. Mais le fait d'avoir une espèce d'épée de Damoclès financière au-dessus de la tête et de se dire: «Je n'arrive pas à vivre de mon business», c'était pour moi quelque chose alors il y a des gens pour qui ça passe très bien et pour qui c'est pas un sujet et tant mieux, je vous envie si fort. Mais pour beaucoup de personnes comme moi, je pense que c'est vraiment un facteur de stress énorme et en fait, à ce Mmh. moment-là, quand on a commencé à travailler ensemble, j'étais vraiment dans un épuisement total. C'est-à-dire dans un épuisement de j'ai l'impression de travailler, sur mon business à fond, mais de pas avoir les résultats que j'aimerais, sur mon compte en banque. J'ai l'impression de pas être à ma place, j'ai l'impression de pas savoir comment faire et cetera. Donc là, à ce moment-là, oui, je me suis fait coacher et pour moi, ça a vraiment été, le jour et la nuit. Je pense qu'au fond, enfin, comme beaucoup de gens qui se font coacher, tu me diras, mais je savais ce qu'il fallait faire. J'avais besoin d'un bon coup de pied aux fesses et puis d'un cadre pour m'aider à prendre les décisions que j'avais besoin de prendre et puis à avancer de manière très concrète sur les choses que j'avais tendance à repousser. Généralement, quand tu te fais coacher, tu as toutes les réponses déjà, mais tu veux Tout pas à fait, forcément les regarder. complètement et puis ou juste tu as les réponses, mais je sais pas, il y a ton mental qui bloque à un moment ou alors, Ouais, c'est ça. où tu as juste besoin qu'il y ait quelqu'un qui te prenne par la main et qui te dise: «T'inquiète, ça va aller», qui te mette des petites tapes sur l'épaule et qui t'encourage et moi je crois que c'est de Mmh. ça dont j'avais besoin, tu vois? Ouais, 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 tu as un filtre, conscient ou inconscient qui se met en place, pour pas que tu regardes les trucs qu'il faut qui donnent Ouais. pas envie de de voir. Clairement. Et en tant que coach, toi, parce que je parlais de l'effet miroir tout à l'heure, quand on coach quelqu'un, il y a souvent, très régulièrement, des choses qui nous font écho à des trucs qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on n'a pas forcément traités ou alors qu'on a déjà travaillé et cetera. Hem, Quelle serait pour toi la plus grosse leçon que tu as appris à travers le coaching d'un ou une de tes clientes ou clients? Je sais pas s'il y a une leçon qui ressort vraiment, mais par contre, je pense que vraiment ce qui me met des claques à chaque fois, c'est ce que tu décris, c'est l'effet miroir. C'est-à-dire que quand je suis en session de coaching et que j'ai en face de moi quelqu'un qui me parle d'un sujet et que je sens que ça vient me tu vois, que ça vient me gratter et que je bascule de
je suis Claire la coach à je suis Claire, la cocotte minute, émotionnelle. Ouais. Là là, c'est à chaque fois une bonne piqûre de rappel de en fait, moi aussi, j'ai besoin de travailler sur ces sujets. Ça me permet de prendre du recul aussi par rapport à moi-même, de me poser des questions de: «Pourquoi est-ce que c'est venu me chercher à ce point-là? Qu'est-ce qui vient résonner avec moi?» Et du coup de continuer à me découvrir et puis à avoir des prises de conscience sur moi-même, Mmh. hem, grâce à mes clients. Alors je rassure, tout le monde évidemment que les coachings que je fais ne sont pas mon propre coaching et ma propre thérapie, mais c'est normal en effet comme tu disais d'avoir cet effet miroir et que des fois, tu te prends des baffes dans la figure et tu comprends pas d'où ça vient. Mais c'est un bon rappel en tant que coach de, bah, d'aller continuer à travailler ce qui peut un peu gratter, quoi. Ouais, c'est clair. De toute façon, pour moi, c'est un travail qui devrait être indispensable pour tout le monde. Pas de manière forcément continue parce que tu as quand même besoin de ces phases où tu avances seul, où tu fais tes expériences, où tu mets en place des nouvelles choses, où tu vois un peu comment tu réagis et cetera. Mais régulièrement, avoir quelqu'un qui t'aide justement à prendre ce recul, à te poser d'autres questions peut-être que celles que tu t'es déjà posées, c'est hyper enrichissant et encore plus quand tu es entrepreneur parce que tu es en perpétuelle évolution. Il y a beaucoup de challenges, beaucoup d'expériences qui s'offrent à toi et si tu travailles pas en parallèle sur qui tu es, ce qui te touche, ce qui est important pour toi et cetera, je pense qu'au bout d'un moment, bah, justement, tu arrives à, cette période où tu t'essouffles, où c'est difficile émotionnellement, où tu as une charge mentale qui devient de plus en plus grande et cetera et pour moi, c'est un indispensable quand tu es, déjà en tant qu'être humain, travailler sur soi, ça me paraît hyper important. Quand tu es entrepreneur, c'est d'autant plus important. Et puis je trouve ça d'autant plus important quand tu es coach parce que comme tu le dis, il y a le côté prendre Mmh, soin de soi pour soi, mais il y a aussi prendre soin de soi pour ses clients parce que pour moi, c'est tout à hyper fait. important. Tu parlais d'effet miroir et c'est aussi quelque chose qui va dans l'autre sens. Alors pas tout à fait avec le même mécanisme, mais en fait, malgré tout et malgré tous nos efforts pour essayer d'être dans une posture neutre et cetera. Bon, en l'occurrence, moi personnellement, je ne considère pas que je sois dans une posture neutre dans mes coachings puisque j'ai une posture qui est entre le coaching pur et le mentorat, puisque mes clients, ils viennent Mmh. aussi pour des méthodes et si j'ai une clé, dans le placard, je vais pas cacher la clé, en leur disant: «Bah, trouve-la». Donc j'ai une posture un petit peu différente, mais par contre, je trouve ça hyper important, ne serait-ce que pour les clients, d'être attentifs à ce qui se passe à l'intérieur de nous, parce que sinon, on a tellement vite fait de faire des projections, d'imposer des points de vue, Ouais. enfin voilà, de simplement, colorer le client avec notre propre couleur et je Mmh. pense que ça, c'est quelque chose auquel il faut qu'on soit assez attentif en tant que coach parce que, bah, nos besoins et nos points de vue et nos valeurs et cetera ne sont pas forcément celles du client et notre job, Ouais. c'est d'abord d'être à l'écoute et pour être à l'écoute, bah, il faut savoir, ne pas être, trop, justement, bouillonnant à l'intérieur de soi, je pense. Faut quand même Ouais. réussir à avoir un certain, calme intérieur au moment où on est, avec le client pour être en présence, en fait. Ça fait partie du cadre de sécurité dont tu parlais tout à l'heure, quand on Complètement. travaille avec nos clients. Et d'où je trouve aussi l'importance quand on veut être coach et même quand on veut être mentor et cetera, je pense que ça devrait être presque, alors Mmh. je suis quelqu'un de très structuré, donc moi les règles j'aime bien. Je pense que ça devrait être une règle en réalité pour exercer un métier d'accompagnement comme ça, d'avoir à minima une initiation, tu vois? Et une, Mmh. quelque chose qui nous rappelle, bah, quelles sont les limites de la posture de coach? Mmh. Quand on se positionne en tant que coach, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on se positionne en tant que ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et de bien prendre conscience, en fait, de ce truc de l'impact de nos mots, de notre posture, de la manière dont on va s'exprimer, de ce qu'on va dire à nos clients pour eux. On peut avoir, Mmh. comment dire? La manière dont on va exprimer les choses pour nous, ça peut être anodin, mais ça peut provoquer en vrai des séismes, chez les personnes avec Ah qui on ouais, ouais. travaille. Mmh. Et pour moi, c'est hyper important, de rester vigilante par rapport à ça. C'est donc pour ça que tu as choisi une profession qui n'est pas encadrée. Tout à fait. Et depuis que tu es coach, est-ce que tu as vu un impact sur ton environnement, tes proches, ta famille, tes amis? Est-ce que tu vois que ça a changé peut-être toi en termes de posture, eux en termes de posture vis-à-vis de toi? Est-ce que tu as un retour là-dessus? Je pense sincèrement que le premier coach qui te dit: «Ah non, non, ça n'a absolument rien changé», il y a soit c'est un énorme Pinocchio, soit il y a un truc chelou. Parce que pour moi, ça change forcément les choses. Quand tu es coach, ton job, c'est d'essayer de lire entre les lignes
et de voir ce qui se joue pour ton client et du coup de pouvoir l'aider à mettre en lumière ce qui se joue pour Mmh. lui ou pour elle. Donc évidemment et même alors évidemment, des fois, tu arrives à débrancher ton cerveau et à te mettre en mode off, mais forcément que tu as un biais dans tes relations avec, tes proches et même avec, tes pas proches. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment l'impression, des fois, avec une fluctuation évidemment, mais de voir les ficelles, tu vois? C'est-à-dire, et je détiens absolument pas la vérité, ça peut paraître hyper pédant, tu vois? De dire: «Ah non, mais moi je sais lire les gens comme dans un livre». Pas du tout, mais je trouve ça développe quand même cette sensibilité nécessairement parce que ça devient une espèce de réflexe et de déformation professionnelle de développer la sensibilité et des fois, ça tombe juste et des fois ça tombe pas juste, mais là encore, c'est pareil, ça fait partie, tu vois, de la déontologie de coach, de pas coacher si tu es pas dans un cadre de coaching. Bah, on coache pas quand on n'est pas dans un cadre de coaching, quoi. Mais des fois, c'est difficile, hein. Des fois, on a Mmh. envie d'aller gratter, d'aller C'est clair. gratter là où ça fait mal. Il y a des choses, c'est tellement évident, tu te dis: «Mais attends, je peux pas laisser passer ça». Mais en même temps, on est aussi enfin, en tout cas, personnellement, je me considère aussi très, très forte pour moi, avancer comme ça, quoi. C'est-à-dire Bien vraiment, sûr. je les gens ne me voient pas, mais les mains devant les yeux, tu vois? «Ah non, non, mais moi, pas de problème. Vraiment, tout va très, très bien». On Ouais, est très bien fort, sûr. on est à la fois très fort pour, détecter chez les gens des trucs ou en tout cas avoir de l'instinct sur certaines choses, mais en même temps, être absolument, aveugle par rapport à soi-même, dans beaucoup de Et cas. c'est là que notre cerveau fait bien son job. C'est son job, hein, de nous aveugler comme ça, donc donc c'est bien normal. Donc est-ce que tu penses et est-ce que tu sens que le regard des autres a changé vis-à-vis de toi depuis que tu es coach? Pas spécialement. Pour le coup, je pense que s'il y a un regard qui a changé de la part de mon entourage, c'est pas tellement lié à ma posture de coach. Je pense que c'est beaucoup plus lié à ma posture de chef d'entreprise. C'est-à-dire d'avoir Mmh. vraiment gagné en confiance en moi, d'être capable de dire: «Bah, oui, je suis chef d'entreprise». Ça, je trouve que ça change beaucoup le regard des gens ou peut-être que c'est juste moi, la perception du regard des gens qui est qui a changé, tu vois? Mais en tout cas, j'ai Ouais. l'impression d'avoir, d'assumer beaucoup plus en fait, mon métier. Au départ, j'avais honte de dire que j'étais coach, mais parce que comme je venais d'un endroit d'un endroit intérieur à moi-même, hein, mais comme je venais d'une situation où je me disais: «Le coaching, c'est bullshit» et que Mmh. des fois, tu rencontres quand même des gens que tu connais un peu ni d'Ève ni d'Adam, qui vont te dire: «Ah ouais, tu es coach», enfin, tu vois? Genre et puis ils vont te sortir une punchline un peu claquée à la fin. J'avais un petit peu ce truc-là au départ et au final, aujourd'hui, je me définis comme coach, mais enfin, dans ma vie personnelle, enfin, tu vois, quand je me présente sur un podcast, je dis: «Je suis coach», mais dans ma vie personnelle, si on me demande: «C'est quoi votre métier?» Je suis chef d'entreprise, en fait. Le coaching, Mmh. c'est une partie de mon métier, mais je dirais qu'il y a quand même une grosse partie de